nous avons quitté le Maroc, mais le Maroc ne nous a jamais quittés. Et je pense que c'est vrai de l'essentiel de la communauté marocaine. Il y a le lointain passé ancestral qui est toujours un appel assez puissant. Le roi Mohamed VI a invité Benyamin Netanyahou à se rendre en visite officielle au Maroc, nouvelle étape dans les relations israélo-marocaines, invitation qui arrive aussi dans la même semaine où Israël a annoncé son intention de reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. Et pour en parler, nous sommes avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur et président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Yehuda, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour parler donc des relations et de cette nouvelle étape dans les relations entre Israël et le Maroc. Et d'abord, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez été surpris par cette invitation hier du roi du Maroc à Benyamin Netanyahou de venir se rendre au Maroc? Il est vrai que cette invitation n'était pas prévisible il y a quelques semaines ou quelques mois encore. Mais à la suite de la déclaration d'Israël par la voix de son Premier ministre, M. Netanyahou, sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara, on pouvait évidemment considérer cette invitation du roi, quoique assez sensationnelle, comme étant un aboutissement logique de la démarche de reconnaissance faite par Israël. On va revenir sur cette reconnaissance par Israël sur le Sahara occidental, mais je voudrais quand même, concernant cette visite, quelle est la signification de la visite d'un Premier ministre israélien au Maroc? C'est quelque chose, comme vous avez dit, d'assez exceptionnel. Et oui, c'est sensationnel même. C'est sans précédent, donc il y a lieu de célébrer l'événement, effectivement. On a eu des visites assez extraordinaires ces derniers temps, dans les 2 années écoulées depuis la signature des accords. Le chef d'état-major israélien s'est rendu au Maroc, le ministre de la Défense, l'ancien, s'est rendu au Maroc, le commandant de la police, le commandant de l'armée de l'air, plusieurs ministres dans différents ministères, transport, économie, agriculture, culture. Tout ça fait un réseau relationnel assez dense, par où la relation bilatérale s'affermit, mais l'invitation d'un Premier ministre reste quand même quelque chose d'exclusif. Et cela a une signification majeure. C'est un point culminant de la relation israélo-marocaine. Et je pense qu'il y a là un geste royal et une reconnaissance royale tout à fait appréciable. Alors, on va parler justement quand même de cette reconnaissance par Israël sur la souveraineté du Sahara occidental. D'abord, quelques mots, Yehuda Lankri, sur ce conflit qui oppose le Maroc au Sahara occidental. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement l'historique de ce conflit? Oui, en 1975, l'Espagne, qui était la puissance occupante de ces territoires du Sahara, aujourd'hui Sahara marocain, dans sa majeure partie, quitte ces territoires, à la suite de quoi le roi Hassan II décide d'entreprendre, c'était un coup de génie extraordinaire, ce qu'on appelle la marche verte, c'est-à-dire faire marcher pacifiquement des centaines de millions de Marocains vers ces territoires et les occuper sous une forme pacifique sans tirer un seul coup de fusil. Depuis, le Maroc s'est installé, évidemment, une résistance du côté sahraoui proche de l'Algérie s'est déclenchée depuis. Cette résistance réclame une république sahraoui. Le Maroc considère que ces territoires lui appartiennent d'abord par... Et c'est rappelé d'ailleurs dans l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI à Benyamin Netanyahou, lorsqu'il lui signifie que sa décision était juste, c'est-à-dire qu'il a une forme de justice historique dans la mesure où ces territoires ont toujours appartenu par le biais de l'allégeance des tribus qui y vivaient aux différents souverains marocains. Donc, le lien entre le royaume et ces territoires est un lien historique inaliénable. Et puis, il y a eu quand même, vous l'avez constaté, avant la reconnaissance des États-Unis et après, surtout après la reconnaissance des États-Unis,
une déferlante de reconnaissance de pays divers, de continents divers, une belle victoire de la diplomatie marocaine conduite par le talentueux ministre Nasser Bourita et qui conforte le Maroc dans sa démarche de souveraineté sur le Sahara marocain. C'est la partie occidentale du Sahara. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande majorité de la communauté internationale reconnaît cette partie donc, du territoire comme appartenant au Maroc. Exactement, c'est ce que le souverain marocain, Mohamed VI, a signifié sous le mot de clairvoyance. Il a dit de la résolution historique de Benjamin Netanyahou que c'était une résolution juste et clairvoyante. Clairvoyante dans la mesure où Israël était dans la foulée de dizaines d'autres membres de la communauté internationale. Alors justement, ça pose quand même quelques questions, cette reconnaissance par Israël de ce territoire, parce qu'on sait, on a l'habitude que l'État d'Israël se garde de prendre parti dans des conflits territoriaux en raison justement de sa position vis-à-vis des Palestiniens et du conflit qui nous oppose aux Palestiniens. Est-ce que cette décision, cette annonce de Benjamin Netanyahou n'a pas été un peu surprenante? Aussi longtemps qu'Israël n'avait pas de relation de normalisation avec le Maroc. On a eu deux normalisations, du temps de Sa Majesté Hassan II et le souverain actuel, Sa Majesté Mohamed VI. Ça a été repris il y a 2 ans et demi. Israël n'a pas été réellement sollicité par le besoin marocain ou le besoin propre à Israël de reconnaître ces territoires. Mais une fois que la relation diplomatique est établie, une fois qu'elle s'affermit, qu'elle se consolide, qu'elle s'enracine dans une région prometteuse, le Maroc peut effectivement attendre d'Israël cette reconnaissance. Et je dirais que dans cette reconnaissance, il y a un double volet. Il y a la reconnaissance politico-diplomatique, et je dis en passant qu'Israël n'a jamais eu d'inhibition idéologique ou politique par rapport à cette reconnaissance. Il a fallu attendre le bon moment, le moment opportun, peut-être un feu vert du Maroc pour dire cette reconnaissance. Donc, il s'agissait là vraiment de choisir un moment qui puisse être porteur pour le royaume et l'État d'Israël. Ce moment est venu. Ça n'a rien à voir avec les Palestiniens ou des implications sur les relations israélo-palestiniennes. Le Maroc a été toujours très clair sur cette position, en indiquant qu'il soutenait bien entendu la cause palestinienne, mais dans le cadre d'une solution négociée entre la Palestine et Israël. Voilà la position du Maroc, elle est très claire sur ce sujet. Alors, on va parler maintenant avec vous des relations plutôt commerciales entre le Maroc et Israël, puisque, comme je l'ai dit, vous êtes aussi à la tête de la Chambre du commerce Maroc-Israël. Israël-Maroc plus exactement, et je voudrais qu'on parle justement de l'importance stratégique et diplomatique d'avoir des relations avec un pays arabe comme le Maroc. Quels sont les intérêts économiques d'Israël dans ces relations? L'intérêt économique le plus simple, le plus clair, c'est prospérer dans l'axe commercial israélo-marocain par le biais des investissements israéliens qui se font petit à petit par certaines sociétés. Je citerai par exemple Teva, la société pharmaceutique, Netafim, une société agricole qui s'implante merveilleusement bien au Maroc, qui vient d'ouvrir une unité de fabrication à Kenitra, et d'autres investisseurs israéliens qui sont en train de réellement explorer le champ des possibilités au Maroc. Il y a une attente israélienne, et j'espère qu'elle se réalisera sur le plan commercial, c'est la signature d'un accord de libre-échange. Cela facilitera pour les Israéliens les investissements dans la mesure où ils sont, grâce à la détaxe, dans une marge bénéficiaire de 7% sur l'investissement. C'est le cas à l'heure actuelle de Carasso, le concessionnaire israélien des voitures Renault, qui cherche à promouvoir une relation commerciale directe avec l'usine de fabrication des autres versions Renault à Tanger,
avec une première tranche de 5 000 véhicules qu'ils souhaitent acquérir. Ça fait 50 millions d'euros d'investissement en obtenant 7% d'abattement fiscal. Donc, ça l'arrangerait, mais ça ne pourrait se faire que dans le cadre de la signature d'un accord de libre-échange. Maintenant, la voie est ouverte. Elle est facilitée par la reconnaissance d'Israël du Sahara, par l'invitation du Premier ministre. Je pense qu'on ira de l'avant à ce niveau. Mais sans attendre la signature de cet accord de libre-échange, de très nombreux entrepreneurs israéliens dans différents domaines, notamment la haute technologie, les échanges sécuritaires, militaires, agricoles, le dessalement de l'eau, les énergies renouvelables, tout cela est en voie de promotion et de floraison même entre le Maroc et Israël. Au point de vue, je suppose que vous avez conduit plusieurs délégations israéliennes au Maroc, justement, dans le cadre de votre présidence de la Chambre de commerce. Comment sont accueillis les Israéliens au Maroc, les entrepreneurs israéliens? On jugeait au nombre des touristes israéliens. On était avant la normalisation à 50 000 touristes par an. On en est aujourd'hui à 250 000 et cet objectif sera dépassé très rapidement dans les prochaines années. L'accueil des Israéliens au Maroc est un accueil très chaleureux. D'ailleurs, je n'ai pas conduit, pour être plus précis sur le statut et la qualité de mes attributs dans ma fonction de président, je n'ai pas conduit plusieurs délégations. Ce sont les ministres même qui se sont rendus sur place, qui ont conduit ces délégations. Nous entretenons des relations avec la Chambre sœur au Maroc, aussi harmonieuse et féconde que possible. Mais le peuple marocain, qui est un peuple d'une exceptionnelle chaleur, montre justement cette chaleur aux Israéliens, fussent-ils des Marocains à l'origine ou des non-Marocains. Plusieurs, des milliers d'Ashkénazes se sont déjà rendus au Maroc pour explorer cette saga, sont accueillis à bras ouverts et on leur répète toujours la même déclaration. Bienvenue, vous êtes chez vous. Entoumaf Darkoum en arabe. Darkoum Hadi, c'est votre maison. Alors, est-ce que justement ces relations qui existent, vous parlez de chaleureuses relations qui existent, que les Israéliens sont bien accueillis au Maroc, est-ce que vous pensez justement que c'est particulier au Maroc ou vous pensez que c'est quelque chose qui peut être possible dans d'autres pays arabes? Alors, on peut parler de ce que les Marocains aiment comme qualificatif. C'est la singularité du Maroc. C'est la singularité du Maroc. Ceci est dû au fait qu'au Maroc a prospéré la communauté juive la plus importante en terre d'islam. À son apogée, au tout début des années 50, elle comptait presque 300 000 âmes, ce qui est considérable pour l'époque. Elle est aujourd'hui encore, avec ses 3 500 âmes, la communauté juive en terre d'islam la plus importante. Mais comme disait Gaston Bachelard, c'est dans la miniature, c'est une communauté miniature que gît la grandeur. Alors, effectivement, la grandeur du passé gît dans la miniature du présent. Et je pense que c'est un socle important dans la relation israélo-marocaine. D'ailleurs, le souverain marocain l'a écrit dans sa lettre d'invitation au Premier ministre israélien. Il a évoqué l'importance de la communauté juive marocaine dans ces relations. Donc, c'est déjà, je dirais, quelque chose d'assez exceptionnel quand on regarde l'histoire, géographie, et c'est ce qui donne à cette relation son caractère assez singulier. Alors justement, pour terminer, Yehuda Alancri, une petite question personnelle, justement, plutôt du côté humain de ces relations qui existent entre le Maroc et Israël. Vous êtes né au Maroc, vous êtes venu en Israël. Quelle est votre impression aujourd'hui? Comment vous voyez ces relations entre Israël et le Maroc? Beaucoup de Marocains vous diront, c'est mon cas aussi, et je dois cette sentence ou cette maxime à l'un des membres de la Chambre de commerce
Israël-Maroc, qui s'appelle Joseph Dahan. Il avait déclaré un jour: nous avons quitté le Maroc, mais le Maroc ne nous a jamais quittés. Et je pense que c'est vrai de l'essentiel de la communauté marocaine, installée en Israël ou ailleurs. Ça se retrouve au Canada, en France ou dans d'autres diasporas de ce judaïsme. Alors, on se sent chez nous, c'est-à-dire qu'il y a comme une forme de retour. Vous n'allez qu'à faire un tour un jour à Tel Aviv, dans la chancellerie marocaine, ce bureau de liaison, qui a l'allure d'une ambassade, et j'espère qu'il deviendra très bientôt une ambassade. Et vous verrez comment le juif marocain qui s'y rend à la demande d'un visa, d'un passeport, une formalité administrative, se sent vraiment chez lui. Donc il y a certainement l'amplification de ce sentiment grâce au sentiment du retour chez soi, et sans évidemment nier le présent et notre attachement inconditionnel à Israël. Nous sommes des Israéliens qui vivent en Israël, qui œuvrent pour Israël. Il y a le lointain passé ancestral qui est toujours un appel assez puissant. Yehuda Lancret, merci beaucoup et à bientôt sur Studio Qualité. Merci Olivier. Shalom, shalom. Merci.